De ce que midi. C'est bien synchronisé avec la musique. Ouais, mais c'est ce qu'ils font. T'as vu, t'as la lumière aussi qui s'allume sur le cercle. Big Ben. La cloche qui règle de façon immuable les heures et les minutes de l'Empire britannique, et donc du monde entier. Big Ben, dont la sonorité même représente la quintessence du flegme londonien que rien jamais ne semble devoir perturber. Big Ben, enfin, chronomètre ultime d'un pari insensé, dont je vais vous conter les extraordinaires péripéties. En l'année 1872, la maison portant le numéro 7 de Savile Row est habitée par Phileas Fogg, l'un des membres les plus singuliers et les plus remarqués du Reform Club de Londres, bien qu'il semblât prendre tâche de ne rien faire qui pût attirer l'attention. C'est un personnage énigmatique dont on ne sait rien, sinon que c'est un fort galant homme et l'un des plus beaux gentlemen de la haute société anglaise. Il doit avoir 40 ans tout au plus, wow. De figure noble et belle, haut de taille, front uni, sans apparence de rides aux tempes, figure pâle et dents magnifiques. Ce Phileas Fogg est-il riche? Incontestablement. Mais comment il a fait fortune? Personne ne le sait. C'est un homme non avare, car partout où il manque un appoint pour une chose noble, utile ou généreuse, il l'apporte silencieusement et même de façon anonyme. On ne connaît à ce gentleman ni femme ni enfant. Il vit seul dans sa maison de Savile Row où personne ne pénètre. Un seul domestique suffit à le servir. Ce domestique, du nom de Jean Passepartout, est un vrai Parisien, un brave garçon, un être doux et serviable. Il a les yeux bleus de jolies pommettes roses, la poitrine large, la taille forte et une musculature vigoureuse. Après avoir eu une jeunesse assez vagabonde en tant que chanteur ambulant, écuyer de cirque et professeur de gymnastique en France, Passepartout avait décidé de vivre une vie plus tranquille, auprès de l'homme le plus exact et le plus sédentaire du Royaume-Uni, son maître, Mr. Phileas Fogg. Comme tous les autres 364 jours de l'année, Phileas Fogg se rend au Reform Club, prend sa place habituelle autour de la cheminée où brûle un feu de houille, en compagnie de ses partenaires de whist. Ce jour-là,
un seul sujet monopolisait l'attention. Le vol de 50 000 livres à la Banque d'Angleterre quelques jours plus tôt. Des détectives choisis parmi les plus habiles ont été envoyés dans les principaux ports, à Liverpool, Glasgow, au Havre, à Suez, à Brindisi, à New York, avec promesse en cas de succès d'une prime de 2000 livres. Les chances sont en faveur du voleur, la terre est assez vaste pour s'y réfugier autant qu'il faut, s'exclame Andrew Stuart, un des joueurs de whist. Elle l'était autrefois, dit à mi-voix Phileas Fogg. Comment autrefois? Est-ce que la terre a diminué par hasard? Sans doute, répond Phileas Fogg, puisque nous la parcourons maintenant 10 fois plus vite qu'il y a 100 ans. Et cela rendra plus facile aussi la fuite du voleur, coupe Thomas Flanagan, un autre partenaire de jeu. Ainsi parce qu'on fait maintenant le tour en 3 mois, en 80 jours seulement, dit Phileas Fogg. À vous de jouer, monsieur Stuart. Théoriquement, vous avez raison, monsieur Fogg. Mais dans la pratique, c'est sans compter le mauvais temps, les vents contraires, les naufrages, les déraillements. Dans la pratique aussi, monsieur. Le ciel m'en préserve, s'écrie Stuart. Mais je parierais bien 4000 livres qu'un tel voyage fait dans ces conditions est impossible. Très possible, au contraire, répond le gentleman au sang-froid. Eh bien, faites-le donc. Le tour du monde en 80 jours? Oui, je veux bien. Quand? Tout de suite. Mais c'est de la folie. J'ai 20 000 livres en dépôt chez Baring Frères. Je les risquerais volontiers. Mais vous plaisantez? Jamais, quand il s'agit d'une chose aussi sérieuse qu'un pari. Je parie 20 000 livres contre qui voudra bien que je ferai le tour du monde en 80 jours. Acceptez-vous? Oui. Très bien, messieurs. Dans 80 jours, le samedi 21 décembre 1872, à 8h45 du soir, je serai de retour dans ce salon après avoir parcouru la Terre. Au revoir, messieurs. À 8h40 du soir, Phileas Fogg et son domestique prennent place dans le même compartiment. À 8h45, un coup de sifflet retentit et le train pour Paris via Douvres se met en marche. En quittant Londres, Phileas Fogg ne se doutait guère, sans doute, du grand retentissement qu'allait provoquer son départ. La nouvelle du Paris se répandit comme une traînée de poudre dans tout le Royaume-Uni. Cette question de tour du monde fut commentée, discutée, disséquée, avec passion et ardeur. Les uns prirent parti pour Phileas Fogg, les autres, en grande majorité, se prononcèrent contre. Parmi les pessimistes se trouve l'inspecteur Fix. C'est l'un de ces agents de police anglais qui ont été envoyés dans les divers ports internationaux après le vol commis à la Banque d'Angleterre pour retrouver et appréhender le malfaiteur. Précisément depuis 2 jours, Fix doit surveiller avec le plus grand soin tous les voyageurs prenant la route de Suez. Et si l'un d'eux lui semble suspect, il a pour consigne de le filer en attendant un mandat d'arrestation. C'est ce qu'il ne manque pas de faire après avoir croisé Mr. Fogg à la sortie du paquebot Mongolia en provenance de Brindisi. Il s'empresse d'avertir l'administration centrale en ces termes. Phil, voleur de banque, stop. Dénommé Phileas Fogg, stop. Envoyé mandat d'arrestation à Bombay, fin. Les voyageurs arrivent sur la côte indienne le 20 octobre, soit avec 2 jours d'avance par rapport au programme prévu. Ils se dirigent sans tarder vers la gare afin d'embarquer dans le train qui les conduira à Calcutta. La locomotive lance un vigoureux coup de sifflet et le train disparaît dans la nuit.
Le train s'arrête soudain, au beau milieu d'une vaste clairière. Le conducteur passe dans chaque compartiment et annonce « Les voyageurs descendent ici ». En effet, le chemin de fer est inachevé, contrairement à ce qu'avaient annoncé tous les journaux. Il faut donc trouver une autre solution pour parcourir la cinquantaine de miles qui restent pour rejoindre la prochaine gare. Phileas Fogg, qui garde son sang-froid dans toutes les situations, malgré le retard occasionné dans son voyage, s'en va à la recherche d'un nouveau moyen de transport. C'est ainsi qu'il achète un éléphant et les services d'un jeune Parsi qui pourrait les guider dans la forêt et conduire la bête impressionnante. Alors que les trois hommes s'avancent dans la forêt, ils entendent des chants monotones se mêlant au son des tambours, telle une sorte de cérémonie religieuse. Ils se cachent derrière un arbre et observent. En première ligne s'avancent des prêtres, vêtus de longues robes chamarrées. Ils sont entourés d'hommes, de femmes et d'enfants qui font entendre une mélopée funèbre. Derrière eux, sur un char, trône une statue hideuse à 4 bras, dont le corps est colorié d'un rouge sombre. Les cheveux emmêlés, la langue pendante, les lèvres teintes de henné, et le cou entouré d'un collier de têtes de mort. C'est la déesse Kali, déesse de l'amour et de la mort. À la fin de ce convoi, ils voient une jeune femme couverte de bijoux, les mains liées, blanche comme une européenne qui se soutient à peine. Elle se nomme Aouda, d'après le jeune Parsi. C'est un suti, continue le jeune guide indien, qui accompagne Phileas Fogg. Un sacrifice humain. Un rite traditionnel qui exige qu'une veuve soit brûlée vive en même temps que le corps de son défunt mari. La cérémonie doit avoir lieu demain, à l'aube. « Sauvons cette femme !» s'exclame Phileas Fogg. Phileas Fogg et ses compagnons attendent la nuit. Longeant le funeste bûcher sur lequel repose le corps du défunt, ils approchent du temple où est enfermée la malheureuse victime. Mais ils ne peuvent y accéder du fait de la présence de Garn, à la mine farouche. Vont-ils devoir renoncer ? Aux premières lueurs de l'aube, les prêtres convoient Aouda, inconsciente jusque sur le bûcher, auquel une torche met le feu. Une épaisse fumée s'élève. Tout à coup, la foule en transe pousse un hurlement de terreur. Une silhouette sombre se dresse sur le bûcher. Le mort semble s'être relevé. La foule terrorisée se jette face contre terre. La silhouette se saisit de la pauvre femme, la jette sur son épaule et disparaît soudain. C'était Passepartout, qui, n'écoutant que son entourage, avait conçu cet habile stratagème pour sauver la malheureuse d'un sort funeste. Mais la ruse est rapidement éventée, et les trois hommes ainsi que la malheureuse jeune femme ne doivent leur salut qu'à une fuite précipitée sur le dos de leur pachyderme.
Ça fait mal. 23 jours après avoir quitté Londres, ils arrivent à Calcutta, au jour fixé. C'est féerique, là, on dirait. Accompagnés désormais de Miss Aouda, ils embarquent sur le Rangoon, un immense paquebot de fer. Destination Hong Kong. Monsieur Fix, l'inspecteur de police, avait également embarqué sur le Rangoon, avec la ferme intention d'arrêter Phileas Fogg, qu'il soupçonnait toujours d'avoir cambriolé la Banque d'Angleterre. Toutes les espérances, tous les désirs de l'inspecteur sont maintenant concentrés sur un unique point du monde. Hong Kong, dernier territoire anglais où il peut intervenir. Au-delà de la Chine, le Japon et l'Amérique offriraient un refuge assuré au sieur Fogg. À Hong Kong, s'il trouvait enfin le mandat d'arrestation attendu, il appréhenderait Phileas Fogg et le remettrait entre les mains de la police locale. Sa stratégie est simple: maintenir suffisamment longtemps Mr. Fogg à quai à Hong Kong afin d'obtenir son mandat d'arrestation. Une fois arrivé sur l'île de Hong Kong, Phileas Fogg demande à Passepartout d'aller réserver 3 places à bord du Carnatic, le bateau qui doit les mener au Japon. Le jeune homme s'y rend avec entrain, heureux d'être toujours à temps dans le programme du Tour du Monde. Il apprend fortuitement que le paquebot devait partir le soir même, sans attendre le lendemain comme prévu. Il s'en retourne immédiatement pour en avertir son maître. Sur le chemin, il croise l'inspecteur Fix. Phileas Fogg à Hong Kong aussi longtemps que possible. Pour cela, il enivre et drogue Passepartout, l'empêchant ainsi de rejoindre ses compagnons. De bon matin, l'honorable gentleman se présente sur le quai avec au bras sa jeune protégée. Phileas Fogg, qui comptait trouver à la fois et le paquebot et son domestique, en est réduit à se passer de l'un et de l'autre. Mais aucune marque de désappointement ne paraît sur son visage. « C'est un incident, madame. Rien de plus. Le prochain paquebot ne partant que 8 jours plus tard, il paie grassement le capitaine du Tankardère pour embarquer à son bord et rejoindre Yokohama. » Phileas Fogg et Mrs. Aouda jettent un dernier regard en arrière. Passepartout
n'apparaît pas. Le bateau s'éloigne, passe au large et s'élance en bondissant sur les flots. Ils arrivent à Yokohama le jour fixé et apprennent avec joie que Passepartout est arrivé la veille. Ce dernier leur explique qu'il n'avait qu'une idée en tête, celle de terminer ce voyage, et luttant contre les vapeurs d'alcool tout en titubant, il avait réussi à rejoindre le Carnatic. Le trio repart le soir même en direction de San Francisco. Ils prennent place à bord d'un gigantesque paquebot, le Général Grant, doué d'une grande vitesse. À filer ses 12 000 à l'heure, ce steamer ne devait pas employer plus de 21 jours pour traverser le Pacifique. Phileas Fogg serait donc rendu le 2 décembre à San Francisco, le 11 à New York et le 20 à Londres, gagnant ainsi quelques heures sur cette date fatidique du 21 décembre. Il est 7 heures du matin quand Phileas Fogg, Miss Aouda et Passepartout mettent le pied sur le continent américain. Sitôt débarqués, ils s'apprêtent à rejoindre New York. Ocean to Ocean. Ainsi disent les Américains en évoquant la ligne ferroviaire traversant les États-Unis. La traversée des États-Unis se fait non sans peine, stoppée d'abord par un troupeau démesuré de ruminants, des buffalos, un torrent de chair vivante qu'aucune digue ne saurait contenir, puis par un pont ébranlé, s'écroulant après le passage du temps. Le voyage se poursuit vaille que vaille, quand des cris sauvages retentissent soudain, accompagnés de détonations. Des Sioux attaquent le convoi. Bientôt, le combat fait rage entre les voyageurs et les Indiens qui, au mépris du danger, escaladent les parois des wagons pour y pénétrer et tenter de massacrer leurs occupants. Heureusement pour nos héros, les assaillants s'enfuient avant d'arriver à leur fin.
Oh la le train vache. s'approchant d'un poste gardé par des soldats. La bravoure de Passepartout et le sang-froid et le courage de Phileas Fogg ont fait merveille. Les passagers ne manquent pas de les en féliciter. À New York, il est trop tard. Le paquebot à destination de Liverpool est parti depuis 45 minutes. En partant, ce bateau semble avoir emporté avec lui le dernier espoir de Phileas Fogg. En effet, aucun des autres paquebots présents sur le port ne pouvait servir les projets du gentleman. Toutes les compagnies transatlantiques ne prenaient le large que le surlendemain. Autant dire que le pari était perdu. Phileas Fogg se rend alors aux rives de l'Hudson. Et parmi les navires amarrés au quai, il recherche ceux qui sont en partance. Il restait l'Henrietta, un steamer à coque de fer dont tout le haut est fait de bois. Phileas Fogg s'adresse au capitaine, une sorte de loup de mer bougon, et négocie âprement le trajet, engloutissant dans le marché ses dernières économies. Le 13 décembre, il passe une zone difficile. La brume est fréquente, les coups de vent redoutables. Le froid devient plus vif. Afin de ne point s'écarter de la route, ils doivent serrer les voiles et forcer la vapeur. C'est là l'erreur. Il n'y a plus assez de charbon pour aller jusqu'à Liverpool. N'oubliez pas que, depuis notre départ, nous chauffons avec tous nos fourneaux allumés, s'explique le mécanicien. Bien, répond froidement Phileas Fogg. Faites démolir les aménagements intérieurs et chauffez avec ces débris. C'est ainsi que Phileas Fogg arrive à Liverpool à 12 heures, en brûlant toute la partie haute du navire. Les passagers débarquent aussitôt. Fix, qui avait disparu depuis Hong Kong, s'approche, met la main sur l'épaule de Phileas Fogg et, exhibant son mandat, lui dit « Vous êtes bien le sieur Phileas Fogg ?»« Oui, monsieur. »« Au nom de la reine, je vous arrête. » Phileas Fogg est en prison. Il est ruiné. Et cela au moment où il allait atteindre son but. Cette arrestation le perd sans retour.
Un bruit retentit au dehors, un vacarme de porte qui s'ouvre. Le regard du gentleman brille un instant. Et il voit Miss Aouda et Passepartout qui se précipitent vers lui. Il est libre. Le voleur a été arrêté depuis 3 jours. Il se jette dans le premier train en direction de Londres. Mais cela ne suffit pas. Phileas Fogg, après avoir accompli ce voyage autour du monde, arrive avec un retard de 5 minutes. Il a perdu. Phileas Fogg rentre dans sa demeure, silencieux. Il y invite Miss Aouda et vers 7h30 du soir lui fait demander si elle peut le recevoir. Miss Aouda, me pardonnerez-vous de vous avoir ramené en Angleterre? Lorsque j'ai eu cette pensée de vous entraîner loin de cette contrée, devenue si dangereuse pour vous, j'étais riche et je comptais mettre une partie de ma fortune à votre disposition. Votre existence eût été heureuse et libre. Mais maintenant, je suis ruiné. Je le sais, Mr. Fogg. Et je vous demande à mon tour, me pardonnerez-vous de vous avoir suivi? Et qui sait, d'avoir, en vous retardant, contribué à votre ruine? Je vous pardonne tout, Miss. Mr. Fogg, dit alors Miss Aouda, qui se lève et tend sa main au gentleman. Voulez-vous d'une parente et d'une amie? Voudriez-vous de moi pour votre femme? Phileas Fogg se lève à son tour. Il y a comme un reflet inaccoutumé dans ses yeux, comme un tremblement sur ses lèvres. La sincérité, la droiture, la fermeté de ce beau regard d'une noble femme l'étonnent, puis le pénètrent. Il ferme un instant les yeux, puis s'exclame. Je vous aime. Oui, en vérité, par tout ce qu'il y a de plus sacré au monde, je vous aime. Passepartout comprend et son large visage s'illumine. Phileas Fogg lui demande s'il n'est pas trop tard pour aller prévenir le révérend Samuel Wilson afin de fêter leur union dès le lendemain. Mais Passepartout revient en courant, comme on n'a jamais vu courir de mémoire d'homme, les cheveux ébouriffés, renversant les passants, se précipitant dans la maison. Mon maître, mariage, impossible. Impossible parce que demain, c'est dimanche, 20 décembre.
Lundi, répond Phileas Fogg. Non, aujourd'hui, samedi. Samedi? Impossible. Si vous êtes trompé d'un jour, en faisant le tour du monde en direction de l'Est, nous avons gagné un jour sur notre itinéraire. Nous sommes arrivés 24 heures en avance, mais il ne reste que 10 minutes. Passepartout saisit son maître au collet et il l'entraîne avec une force irrésistible. Sans avoir le temps de réfléchir, Phileas Fogg quitte sa chambre, saute dans un fiacre, remet 100 livres au cocher et après avoir accroché 5 voitures au moins, arrive au Reform Club. L'horloge allait marquer 8h45 quand il paraît dans le grand salon. Phileas Fogg avait accompli ce tour du monde en 80 jours. Il a gagné son pari de 20 000 livres. Il avait employé pour ce faire tous les moyens de transport, paquebot, train, voiture, yacht, navire de commerce, éléphant. L'excentrique gentleman avait déployé dans cette affaire ses merveilleuses qualités de sang-froid et d'exactitude. Mais après, qu'avait-il gagné ce déplacement? Rien, dira-t-on. Rien, soit. Si ce n'est une charmante femme, qui, aussi invraisemblable que cela puisse paraître, le rendit le plus heureux des hommes. En vérité, ne ferait-on pas pour moins que cela le tour du monde? Le tour du monde en 80 jours. Cela fait sourire aujourd'hui. Mais cela doit aussi peut-être nous donner à réfléchir dans ce monde où tout va vite, très vite, trop vite. Nous ne prenons plus le temps de nous poser, de profiter de tous ces petits riens qui font le charme de l'existence. Mais le bonheur n'est jamais loin. La preuve, n'est-ce pas, c'est quand il est parti qu'on s'aperçoit qu'en fait, il était là. Alors, prenons le temps de vivre notre vie et sachons en apprécier chaque